Je connais Steve depuis longtemps. Ou plutôt, je connais Fabrice depuis longtemps. L'homme derrière le nom. Je l'ai vu s'engager en politique. Je l'ai vu se dépenser sans compter pour une Côte d'Ivoire qu'il aime. Je l'ai vu également prendre des risques. J'ai eu peur pour lui, comme plein de gens qui l'aiment. Mais aujourd'hui, celui que je veux vous faire découvrir, c'est l'homme derrière le politique, le citoyen, le père, celui qui gagne sa vie et qui aime tout autant son pays. Voici cette conversation qui ne va parler étrangement ni de grande politique, ni de stratégie, mais juste de l'homme. Bonjour Steve. Bonjour. Comment tu vas? Super bien et toi? Ça va. Alors, je suis contente de te voir aujourd'hui. J'ai quelques petites questions pour toi. On a décidé de ce petit entretien pour que les gens te connaissent un peu mieux. D'accord. On va dire un peu en dehors de la politique. Déjà, commençons par la première question. Tu t'appelles Steve Biko, mais en vrai, à l'état civil, tu t'appelles Fabrice Lago. Les gens te confondent souvent. Ils disent que tu es Dida, que tu es Gaudier. Finalement, c'est quoi tes origines? Et puis, comment est-ce que ça a façonné l'homme que tu es devenu? Ouf, ça c'est une longue histoire. Si je dois t'expliquer, ça va remonter au temps de la colonisation. Non, je suis à Vicam de père. Ok. Mon père est à Vicam, ma mère est Dida de Lakota. Ok. Mais tu sais, ça pourrait intéresser les sociologues. La plupart des avis comme une maman Dida Ok. ou BT. Ok. Parce que, en fait, si tu veux, lorsque les premiers colons sont arrivés, c'est par le pays, c'est là que ça a commencé à arriver à Grand Laou. Et avant, c'était Grand Laou qui commandait toute la zone sud-ouest. On appelait ça le sec de Grand Laou. Donc, tous les peuples Dida, BT, tout cela venait commercer à Grand Laou. Donc, comme les Avicam, originalement, on n'a pas beaucoup de femmes, donc beaucoup de femmes se mariaient là et restaient là. Donc, là, tu croises 70% des Avicam, ils ont soit une mère ou une grande-mère Dida ou BT. Tu vois. Et moi, justement, puisque les gens se demandent souvent pourquoi donc Lago si on est à Vicam, parce qu'en fait, si tu veux, mon arrière-grand-mère, la mère de mon grand-père, donc, était BT. Ok. Elle était BT. Et en fait, tous les enfants qu'elle avait, malheureusement, ils décédaient. Donc, quand mon grand-père naît, notre nom de famille à la base, c'est Nguessan. Donc, quand mon grand-père naît, elle appelle Lago, genre pour le consacrer à Dieu. Donc, mon grand-père s'appelait Nguessan Lago Fulgence. Ok. Et par la suite, il est devenu infirmier. Il a travaillé à Korogo, notamment. Il a fini sa vie à Lakota, où il a pris sa retraite avec une femme Dida. Donc, ma grand-mère aussi est Dida, tu vois un peu. Donc, ma grand-mère est Dida. Et donc, lui, il a considéré que le nom lui avait porté chance. Donc, comme mon père et tous ses frères et sœurs sont nés, il a mis Lago directement. Donc, c'est resté. Et puis, en général, on met le nom Lago plus un prénom, Avika, ainsi de suite. Donc, tu vois, ma grand-mère est BT, mon arrière-grand-mère est BT, ma grand-mère est Dida, ma maman est Dida, en fait. Ok. Alors, comme quoi le grand-père n'a pas dérogé et le père non plus. Ah bah, D'accord. On va dire que c'est une tradition. On va la briser. J'espère, j'espère. Écoute, maintenant que c'est dit, on va revenir à nos moutons. Donc, à ce fameux Steve Biko, ce nom que tu as choisi pour te porter. Pourquoi ce nom-là, au milieu de tous les autres noms de héros panafricains? Non, déjà, ce nom, c'est propre au contexte, parce que je l'ai choisi en 2009, 2010. Je suis encore étudiant. Et la caractéristique principale de Steve Biko, c'est qu'il est étudiant. Voilà, de tout ce qu'on pourrait citer, il est celui qui est étudiant, qui sensibilise les étudiants sur la cause de l'apartheid. Donc, il était naturellement, pour moi, ça allait de soi qu'étant étudiant et m'intéressant à la chose publique, que je lui rende hommage à travers ce nom. La seule chose, c'est que je le francise un peu, je rétue le I et puis je mets le E. C'est tout. Et du coup, sa seule caractéristique, c'est vraiment que tu l'as choisi parce qu'à ce moment-là, vous avez le même parcours. Dans le donc même la parcours, même effectivement. position. C'est-à-dire qu'étudiant et engagé contre les injustices sociales et politiques. D'accord. Mais donc, du coup, aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours et ton engagement, est-ce que tu es toujours Steve Biko ou est-ce que tu es maintenant Fabrice Lago? Souvent, je te rien te cacher, je suis souvent beaucoup plus Steve Biko. Et il y a des fois, j'aimerais juste être Fabrice Lago, en fait. Parce que c'est compliqué d'être Steve Biko, en fait. Parce que Steve Biko, il y a une posture, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Tu vois? Alors qu'il sait qu'il y a des choses que j'ai envie de faire, en fait. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que les gens de mon âge peuvent se permettre, que moi, je ne peux pas me permettre. Donc, oui, il y a des moments où j'ai simplement envie d'être Fabrice Lago au lieu d'être Steve Biko. Mais dans le regard des gens, en fait, ils voient toujours Steve Biko. Mais par exemple, quand tu es avec tes enfants
et que vous sortez au parc, passez un moment, tu as juste envie d'être Fabrice Lago, quoi. C'est dans ta passe que quelqu'un vient te dire, ah Steve, on se fait une photo et tout, tes enfants t'es là comme ça. À la base, on est sorti par le parc, quoi. Tu vois un peu. Donc, il y a des moments où tu as juste envie d'être Fabrice. Par exemple, quand tu as envie de sortir un week-end, t'amuser avec tes amis, c'est pas Steve Biko, c'est Fabrice Lago qui a envie de s'amuser. Mais la probabilité pour que tu croises quelqu'un qui te parle de politique, te demande une photo, tu vois. Donc, la notoriété, elle a du bon. Parce que partout, tu as des gens qui sont bienveillants, qui vont trouver des potes. Mais aussi, il y a ceci, de cela, c'est que tu as une vie qui t'appartient plus vraiment, quoi. Donc, on fait avec. Ben justement, en parlant de ce Fabrice Lago que tu as envie de devenir, on glisse un peu vers ton métier aujourd'hui. Quel est ton métier exactement aujourd'hui? De formation, je suis communicant politique. Très bien. De formation, je suis communicant politique. Mais aujourd'hui, je ne te cache pas, je ne vis pas de mon métier aujourd'hui. Ok, de quoi tu vis du coup? Non, aujourd'hui, je suis gérant d'une imprimerie. On fait de la communication 360. Voilà, mais je ne vis pas de... Parce que, pour te rien te cacher, l'engagement politique est un frein à vivre de son métier parce que les gens qui pourraient me payer, malheureusement, nous, au PPAC, on n'a pas d'argent. Parce que j'entends souvent les gens dire, non, le PPAC ne me paye pas, au contraire, je paye pour militer au PPAC. Ici même, on m'a même rappelé que je ne suis pas à jour sur mes cotisations de 2025 que je dois solder. Donc, voilà. Mais si je veux aujourd'hui vivre de ce métier-là, je serai obligé de faire de la communication des gens avec qui, idéologiquement, je ne suis pas d'accord. Donc, personne ne comprendrait, par exemple, que je suis en train de faire la communication d'un cadre de RADP et qu'après, je vienne militer au PPAC. On me dirait, mais c'est un double jeu. Donc, oui. Et donc, aujourd'hui, soit j'ai quelques contrats avec des entreprises, voilà, mais ça ne me permet pas de vivre à plein temps de cette profession-là. Même quand les entreprises, je me rappelle, j'ai une entreprise avec qui j'ai discuté la dernière fois, ils m'ont demandé l'audit de leur communication, j'ai fait l'audit, j'ai fait des propositions, et puis on discutait. Au moment où on signait, le monsieur me dit, mais est-ce que notre entreprise va pas être cataloguée comme une entreprise PPACI, tout ça? Oui, donc j'imagine qu'effectivement... Donc il y a aussi cette difficulté-là, mais bon, c'est un engagement, donc on assume. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu arrives à concilier, parce que tu l'as quand même faite, cette formation. Déjà, j'ai envie de te demander, est-ce que c'était un engagement politique qui t'a mené à faire cette formation-là, ou est-ce que c'était un rêve à part? Non, pas du tout. En fait, quand j'arrive à Paris, parce que moi j'ai étudié ici, j'ai fait lettres modernes à Abidjan. Donc j'ai fait une maîtrise en lettres modernes, et puis je devais m'inscrire en thèse, et puis je bouge. Donc quand j'arrive à Paris en 2014, il faut vivre. Donc j'ai une amie qui me dit, écoute, tu es trop intelligent pour aller faire un Jossi. Si tu commences à faire un Jossi tout de suite, tu t'en sors pas du tout. Tu vas demeurer là, tu ne vas pas faire les études. Laisse le Jossi, va faire les études directement. Donc c'est comme ça que j'en parle avec elle. Elle me dit, inscris-toi en école de commerce. Donc à la base, je devais m'inscrire en école de commerce parce qu'il fallait vivre. Et puis, mais il y avait aussi les charges. Donc c'est comme ça que j'ai un ami qui s'appelle Dupré. Il me dit, ben, écoute, laisse les charges. Si tu veux aller à l'école, viens rester avec moi. Comme ça, tu n'as pas de loyer, tu n'as pas de charges fixes. Tu restes avec moi, ça te permet d'étudier. Donc quand j'ai fini tout ça, je vais croiser le président Stéphane Kipré. En ce moment, il était à l'UNG. Je lui ai dit, écoute, président, je vais m'inscrire en école de commerce. Il me dit, mais comment? On t'a fait politique. Tu es déjà engagé en plein dans la communication, tout et tout sur les réseaux sociaux, tu connais. Donc, ce qui serait idéal, c'est que tu ailles faire de la communication politique. Et comme j'étais déjà passionné de communication politique, c'est comme ça que je m'inscris à l'Université de Paris-Est Créteil et puis que je fais le master en communication. Donc, voilà. Alors, j'ai une petite question concernant justement ce fameux cas de conscience qu'on peut avoir quand on fait de la communication politique. Parce que de la communication politique, ce n'est pas de la communication classique. On n'accepte pas tous les clients. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir refuser un client à cause de ta posture politique? Oui, ça s'est produit en 2021, quand je suis revenu définitivement m'installer en Côte d'Ivoire. Il y avait ma petite soeur qui me disait, non, je connais quelqu'un qui a envie de communiquer. Donc on va le voir. C'est un monsieur hyper sympa. Chef d'une entreprise, DG d'une entreprise publique. Malheureusement pour moi, le monsieur commençait à avoir des ambitions politiques. Et c'est plutôt sur ce volet-là qu'il voulait qu'on communique. Il a dit, mais ça va poser problème. Parce que je ne me vois pas. En plus, après, je peux faire un audit. Je peux proposer un plan de communication à condition que je ne sois pas dans l'opérationnel. Exact. Voilà, mais je ne peux pas être dans l'opérationnel, ce n'est pas possible. Donc, on a discuté, et puis il m'a dit, bon, malheureusement, mon petit, je veux bien que tu fasses c'est quelqu'un d'assez âgé, il a dit, vieux. Ça ne peut pas se faire, quoi, en fait. Voilà. Ce serait vu comme une trahison littérale, ou est-ce que ce n'est pas vraiment dans les textes, mais c'est plus de la conscience? Oui, non, ce serait inconséquent de ma part. Parce que faire une stratégie pour quelqu'un de notre parti, c'est vouloir que ce parti triomphe.
c'est vouloir que les idées de ce parti soient mieux vues. Donc, comment je finis ça? Et puis, je vais encore vouloir faire passer les idées du PPACI. Parce que vous n'avez pas la même idéologie. Voilà, donc ça devient un dédoublement des personnalités. C'est juste pas techniquement possible. Voilà pourquoi, en général, les communicants ne font pas de la politique. Oui. Ils restent En communication. back-office derrière les rideaux. Et puis, ils travaillent sur la stratégie. Malheureusement, moi, je suis à la fois engagé en politique. Et ça ne se poserait pas, par exemple, pour un médecin. On peut être médecin dans un parti politique, mais avec la communication, puisque notre matière première, c'est la politique. C'est juste pas possible, quoi. Donc, on fait avec. Alors, cas de conscience littérale, mais qui s'est passé dans ton parti. Tu as 2 mentors. Tu as Laurent Gbagbo, qui est le mentor vraiment idéaliste. Vraiment, c'est l'idéologie, c'est absolument la vision, etc., que tu rejoins avec Stéphane Kipré. Dès 2010, vous faites déjà partie de la majorité présidentielle LMP, et par la suite, vous continuez de batailler à ses côtés pendant des années. Et ensuite, tu as Stéphane Kipré, qui est celui qui est vraiment resté auprès de toi au jour le jour. Tu as travaillé avec lui, pour lui, etc. Aujourd'hui, ces deux-là se retrouvent en quelque sorte opposés sur une décision précise, celle de se présenter aux législatives de 2025. Stéphane Kipré désobéit. Il remporte. Vraiment, on le félicite pour son élection. Aujourd'hui, il est député. Mais est-ce que ça a été vraiment pour toi difficile de devoir choisir entre ces 2 mentors-là? Non, il n'y a pas eu, j'ai pas eu à faire un choix. Déjà, Stéphane Kipré, c'est lui qui est mon mentor. Le président Laurent Gbagbo, c'est le chef, en fait, c'est la vision. C'est le chef. Mais le mentor, c'est celui qui te met le pied à l'étrier. Voilà. Donc, dans ce schéma-là, Stéphane Kipré, c'est lui qui est mon mentor. Le président Laurent Gbagbo, c'est vraiment le père, c'est vraiment le leader, celui qui a la vision. Et puis oui, moi, je suis vraiment content qu'il ait gagné. Je pense que Stéphane Kipré mérite, après toutes ces années d'engagement, d'avoir un poste qui n'est pas un cadeau, qui va nécessiter encore des sacrifices, c'est-à-dire porter la voix des autres. Donc, à titre personnel, je suis content qu'il ait gagné. Après, il y a des problèmes politiques qui subsistent, mais je pense que ça va se régler dans le cadre du parti. Donc, je n'ai pas eu à faire des choix. Ce n'est pas comme si, quand tu parlais de Stéphane Kipré, tu ne peux pas parler avec l'autre, quand tu parlais de l'autre. Non, il n'y a pas une divergence idéologique. C'est une divergence stratégique. Donc, forcément, une divergence stratégique, ça se règle dans le cadre du parti. En tout cas, j'espère le plus rapidement possible. Je l'espère aussi pour les deux, parce que ça a été un peu un cas de conscience pour tout le monde. On a eu l'impression de devoir choisir, surtout du point de vue du public, alors qu'en fait, les deux sont de gauche et qu'ils partagent la même idéologie. Mais justement, c'est quoi la différence pour toi entre la petite frontière entre le partisan, vraiment, et puis le professionnel? Non, le professionnel, il est obligé de dire les choses, de dire les thèmes. C'est-à-dire que c'est pas bon. On corrige. Tu vois. Mais ici, je peux pas. Dans le cas du PPACI, par exemple, je ne peux pas être le professionnel. En fait, je suis obligé de. Si ça ne va pas, on colmate les brèches. On arrange. Tu vois. Mais si c'était dans un cadre purement professionnel, il aurait la distanciation nécessaire. C'est dans le cas du PPACI, je n'ai pas forcément la distanciation nécessaire. C'est-à-dire qu'on est à la fois concepteur, c'est-à-dire que concevoir, et puis à la fois acteur. Donc c'est totalement différent. C'est pour ça que par exemple au PPACI, je n'agis pas là-bas en qualité de communicant, j'agis plus en qualité de militant, de responsable politique. Et puis il m'arrive maintenant, comme je ne peux pas me faire payer pour ça, de donner des conseils à des amis, en particulier, là, dans ce cas-là, je me contente d'être le communicant qui donne des conseils, qui partage un savoir avec ses amis. Donc voilà. Mais ce qui fait la différence, c'est la distance. Oui. C'est la distance. C'est-à-dire que si je dois conseiller un ami, je suis capable de prendre la distance nécessaire pour être objectif. Dans le cas du PPACI, c'est difficile. Parce un ami, on peut être professionnel. Mais quand on est concepteur soi-même d'un mouvement, c'est difficile de prendre du recul. Parce qu'on est engagé, on est dans l'opérationnel systématiquement. Voilà, donc, mais ça se passe plutôt bien pour le moment. Ça va. Alors, venons un peu à ta vie de famille. Tu as quand même été exposé pendant de nombreuses années. Est-ce que tu t'y attendais à être exposé aussi longtemps, aussi fort, et puis avec parfois des conséquences quand même désastreuses, menaces, harcèlement, parfois obligation de déménager, parce qu'on a été amis pendant longtemps, on est amis depuis des années, et je sais ce que ça peut représenter. Et la question, aujourd'hui, elle t'est posée. Est-ce que c'est, je ne veux même pas dire agréable, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Non, malheureusement. Tu vois, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle, une fois, à Paris, j'avais ma fille dans la poussette, puis on était au métro. Et puis, après, le soir, je retrouve la photo
sur Facebook. Non, voici son travail, il fait à Paris ici. Et puis, Il surveille les enfants. Il dit, mais quel mariage là, que je suis avec ma fille dans une poussette, et tu vois. Mais heureusement qu'elle était très petite, on ne voyait pas encore son visage. Et puis ça m'a amené plus tard même à afficher ma fille sur les réseaux sociaux. Je me dis, autant les préparer psychologiquement à ce qu'ils arrivent. Là, ils ont grandi, maintenant donc je ne les affiche plus. Mais au début, c'était important pour ne pas que quelqu'un se cache dans son école et tout, et fasse des choses. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent. Pour moi, la politique, ça reste un débat d'idées. Et ça doit rester un débat d'idées. Tu es d'accord, je ne suis pas d'accord, on discute. On expose devant le peuple tranche, celui qui a gagné, l'a gagné, et puis on avance. Mais malheureusement, ça c'est l'idéal. Ça c'est l'idéal. Chez nous, la politique elle est très très violente. Et les menaces sont constantes. On est obligé de faire avec. Et justement, c'est pourquoi on est engagé encore plus, parce qu'on veut faire changer les choses. Pour que ça reste un jeu où on ne risque pas sa vie quotidiennement. Sinon, oui, c'est difficile. Ouais. J'ai envie de te demander, est-ce qu'aujourd'hui tu peux quantifier à peu près ce que tu as raté ou perdu, ou même je dirais sacrifié pour être là où tu en es aujourd'hui? Non, ça peut pas se quantifier. Tu vois, ça peut pas se quantifier. C'est beaucoup de moments, par exemple, de famille. Tu vois, je me rappelle quand mon fils devait naître, on devait aller à la haie ce jour-là. Donc le matin, j'accompagne sa mère à la maternité. Donc on attend. Les sages-femmes nous expliquent, non, c'est pas encore arrivé et tout. Et je devais aller à la haie. La voiture était juste garée en bas. J'attendais jusqu'à la couche pour prendre la route. Des amis même avec qui je devais pas être dans la voiture, les presque sont venus me trouver à la maternité. Mais elle dit quoi depuis? Et puis donc, heureusement, ça se déclenche à, je crois, 18h, 20h. Donc j'ai le temps d'assister à l'accouchement, je coupe le cordon, et puis basta, on prend la voiture. On va là et on revient le lendemain. Tu vois. Donc c'est beaucoup de week-ends qu'on aurait pu consacrer aux enfants qu'on a investis. Mais même ici, là, par exemple, rentrer en Côte d'Ivoire, c'était une décision politique, ce n'était pas une décision sociale ou quoi que ce soit, c'était une décision politique de rentrer. Et depuis que je suis rentré, et ils sont là-bas, moi je suis ici, on essaie de faire des allers-retours pour se voir. Donc déjà, pour du point de vue familial, c'est beaucoup de sacrifices. Après, du point de vue personnel, c'est aussi beaucoup de sacrifices. Parce que du fait qu'on s'est engagé assez tôt, on n'a pas vraiment connu de jeunesse en fait. Parce qu'il y a des choses que les jeunes de ton âge pouvaient se permettre, que toi, tu ne pouvais pas te permettre. Et comme on rentre dans le domaine politique, et que c'est la méfiance à outrance, fais attention, ne sors pas ici, fais pas ceci, cela. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Moi, à force, je suis devenu très casanier en fait. C'est-à-dire que mes deux meilleurs amis, c'est séries, et puis les longues séries surtout, pour que ça me prenne assez de temps possible. Donc c'est ça, mais la Côte d'Ivoire mérite ça, mérite ces sacrifices-là. Donc voilà, on va pas s'apitoyer sur notre sort non plus. Mais quand on est aussi exposé que toi, ou moi, comment est-ce qu'on protège ce qu'on bâtit, nos conjoints, nos enfants, de ce genre de vie-là? Parce que je vois que ta fille t'accompagne dans les marches, elle vient avec toi. Et j'ai même une deuxième question. Moi, je sais que j'ai été fortement influencée par mon père. Donc, est-ce que tu n'as pas peur de l'influencer pour que demain, éventuellement, elle suive tes pas, peut-être pas de son choix, mais du tien? Non, c'est bon, j'ai fait le choix dès le départ d'avoir un dialogue franc avec eux. Et Dieu m'a fait cette bénédiction d'avoir des enfants assez intelligents qui comprennent. Donc, on se parle. On s'assoit, on parle, je leur dis, bon, voilà le truc. Mais il faut que je vous prévienne. Là, même quand je devais rentrer en Côte d'Ivoire, on s'assure, je leur dis, je dois rentrer en Côte d'Ivoire. Voici, c'est pas facile, mais on est obligé de faire avec. Pour ma fille, c'est elle qui veut venir. Parce que les manifestations en général se tiennent les week-ends. Donc, elle a le choix entre ne pas me voir ou venir avec moi là. Elle dit, papa, je viens avec toi. Bon, donc, on y va. Donc, en fait, c'est sa journée de Pâques qu'on transforme en journée de marche. De marche, en fait. Donc, voilà, on passe un moment ensemble. Après, on s'assoit dans un restaurant et mange quelque chose. Au moins, on remplit la journée comme ça. Mais je préfère, même quand il y a les émissions de télé, quand je passe, elle m'appelle. Mais le mec, il était méchant. Pourquoi il te parle comme ça? Je dis, c'est le job, quoi. C'est pas bien grave. Donc, elle suit tout ça. Et souvent, elle en tire aussi de la fierté. Je pense qu'on parlait tout récemment, et il y a une des amies de classe qui est ivoirienne, et qui l'a vu, qui lui a dit, mais c'est ton papa qui passe à la télé. Elle a dit, oui, elle m'a appelé, à midi, elle m'a appelé, papa, j'ai une amie dans ma classe qui te suit à la télé. Je dis, bon, ok, donc c'est déjà bien, au moins si ça t'attire pas à la honte, que c'est plutôt la reconnaissance de tes amis, c'est déjà bien. Donc voilà, il y a les aspects négatifs, mais il y a aussi les aspects positifs, oui. Et là, tu as un micro, là. Si tu pouvais lui parler, je pense qu'elle s'appelle Inaya. Bien sûr, ouais. D'accord. Si tu pouvais parler à Inaya et que tu pouvais lui laisser un message sur ce que tu voudrais qu'elle soit, ce serait lequel?
tout ce qu'elle veut. C'est ça, en fait. C'est tout ce qu'elle veut. Moi, je lui dis ça toujours, je dis, moi, je suis là pour t'accompagner, en fait. Moi, je ne te montre pas le chemin. Tu choisis ta voie, on y va. Bon, comme elle est encore jeune, là, elle change de métier à chaque fois. Avant, elle voulait être influenceuse. Après, elle voulait être mannequin. Après, elle voulait être scientifique. Oui. Là, j'attends de voir la nouvelle année, là, qu'est-ce qu'elle va vouloir. Peut-être astronaute. Ah, pourquoi pas? Parce qu'en fait, chaque année, ça change. Non, je lui dis, ce que tu veux. Voilà. Bon, influenceuse, j'ai bugué un peu. Je lui dis, influenceuse, pourquoi? Bon, Eh bien, pour le reste... logiquement, quand tu es puissant, tu influences tout simplement. Ah non, elle parlait d'influenceuses, pas l'influenceuse dans le sens Influence de TikTok, là. les influences de TikTok, les filles qui font l'influence de maquillage. Je vous recommande tel maquillage. C'est elle a 11 ans maintenant, donc elle est très portée. Si c'est genre de la préadolescence et tout ça, donc ça me fait peur un peu. Je suis obligé de menacer un peu quelquefois pour dire non, calme-toi, t'es trop jeune. Alors, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'enfants influenceurs, hein, mais elle, c'est une fille. Et d'ailleurs, c'est ta première. Bien sûr. Donc, c'est elle qui est la première exposée. Mais ça me ramène un peu à la place des femmes en politique en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas m'empêcher de faire le lien. Et je me dis, mais toi, qu'est-ce que tu en penses de la place des femmes en politique en Côte d'Ivoire? Non, il n'y a même pas. Elles ont leur place. Mais les faits l'ont démontré. On a des grandes figures politiques. Les femmes, quand on commence depuis Marie Corée jusqu'à ce jour, il y a des grandes femmes, mais dans tous les partis politiques, qui ont influencé la vie politique. Je pense qu'il faut plus de décisions pour qu'on ait encore plus de femmes qui montent. Parce que c'est doublement difficile pour la femme. Parce qu'on a des tâches qu'on attend dès le week-end. C'est ça. Alors quand j'ai la politique, c'est fait le week-end. Et la nuit? Et bon, la nuit, oui. Ouais, les réunions. Et si vous êtes un homme, que vous avez votre femme qui est engagée en politique, si vous n'avez pas confiance en elle, elle ne pourra pas faire la politique. Ah non, ça je Donc, confirme. Parce qu'il faut des réunions nocturnes, dans un monde très masculin. Donc, on peut tout le temps soupçonner, est-ce que ma femme, telle personne ne cherche pas ma femme? Si on a confiance, la base, c'est ça, c'est la confiance. Il faut que la femme ait un homme qui lui fait confiance. Alors que l'homme, dans ce cas, il peut sortir, rentrer à l'heure qu'il veut dire à sa femme, j'étais à une réunion, ça passe crème. Mais imagine une femme rentrer à 3h du matin, dire, j'étais à une réunion, un autre qui joue politique, et tout ça, directement, tous les sens de l'homme vont s'allumer. Ça bug. Ça bug tout de suite. Là, moi-même, j'ai bugué. Avec qui 3h du matin, tu vois. Donc, ça passe pas. Alors que l'homme, ça passe crème. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour la femme. Et puis, qu'on le veuille ou pas, on est dans un pays, je voudrais dire phallocrate, mais peut-être que ça va être trop fort. Patriarcal. Donc, une femme aux responsabilités très élevées, c'est toujours vu comme une Marie Couche-toi qui a bénéficié de... Ou un dragon, une femme qui va finir seule. Ou bien une femme qui est très très forte, qui n'accepte pas la contradiction. C'est ça. Et on a tendance à diaboliser justement, parce que comme on chérit nos leaders, et que dans notre esprit, nos leaders ne se trompent jamais, quand on veut les critiquer, on critique les femmes. Non, c'est sa femme qui l'a poussé à faire ça. C'est sa femme. Donc on tape plus sur les femmes que sur les leaders eux-mêmes. Par contre, lorsqu'elle a réussi, on ne dit pas c'est sa femme qui l'a conseillé. Aidé à réussir. Voilà, donc ce serait bien que les femmes de plus en plus qu'elles prennent de la place, qu'elles n'attendent pas qu'on la leur donne. On ne va jamais leur donner la place, mais qu'elles arrachent simplement, c'est tout. Et puis qu'elles trouvent des compagnons qui peuvent accepter ces parcours politiques. Ça, c'est un peu plus difficile quand même. Ah oui. Tu as déjà répondu à la dernière question que je voulais te poser dans cette veine-là. C'était vraiment, qu'est-ce que les femmes de ton parcours politique jusqu'à aujourd'hui, tu en as eu des amies femmes qui ont fait la politique, qui ont conduit des voitures la nuit, qui ont fait des réunions, qui ont perdu des foyers pour cette politique, pour cette Côte d'Ivoire-là. Qu'est-ce qu'elles t'ont appris en termes de résilience et de résistance? Tu sais, la première des choses, ce que je peux constater, c'est que les femmes qui sont engagées, elles ne calculent pas. C'est que c'est du sang à l'heure. Elles ne calculent pas, c'est-à-dire qu'elles ne font pas les choses à moitié. C'est-à-dire, on fait ça. Tu vois, moi, je me rappelle quand on organisait les voyages là. Mais les filles partaient s'asseoir à la gare du Nord, de 8h à 20h, juste pour attendre des gens qui doivent venir prendre les tickets. C'est lesquels ne gagnent pas d'argent, en fait, c'est de l'engagement. C'est-à-dire qu'elles dépensent même de l'argent. Elles-mêmes dépensent, oui. On va là, elles préparent pour nous. On a à manger. Même des femmes très âgées. Hé, mon fils, ça va? Attends, viens chercher un café pour toi. Parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'elles restent militantes, mais à la fois maternelles. Et moi, c'est surtout ça qui m'a marqué. Moi, quand je suis arrivé, même à Paris, c'est ça qui m'a marqué. Tu vois, les femmes m'ont dit, hé, mon fils, elles ne voient pas le militant, le responsable politique. Elles voient leur enfant. Leur enfant. Elles disent, hé, mon fils, ça va, mais passe à la maison manger, viens faire ceci, cela. Donc, tu vois, il y a cette douceur, il y a cette fibre maternelle qu'elles apportent. Puis, il y a l'engagement. Les femmes sont, en général, elles sont engagées honnêtement. Si une femme te dit, je suis avec toi, en tout cas en politique,
c'est qu'elle est avec toi. Ça, c'est vrai. Et même quand tu regardes les statistiques, le taux de femmes qui vont voter, c'est très élevé. C'est vrai. C'est très élevé. Quand je regarde les statistiques de vote, c'est très élevé. Parce que ce sont elles qui ont la patience pour faire le rang. L'homme va remettre à demain. Okay, quand la femme est Oui, convaincue, il n'ira pas. alors que quand la femme est convaincue, elle va aller faire le rang. Elle va même voter, amener son mari, ses elle va enfants. rester là, elle va suivre le vote et tout ça. Donc, quand on regarde en termes de vote, même de taux de participation, les femmes participent. Donc, ça, c'est un conseil de communicant. Quand vous faites votre stratégie électorale, misez sur les femmes, elles vont se déplacer pour aller voter. Les hommes, Elles c'est vont pas déplacer trop toute leur famille. Voilà. Donc, Oui. c'est des multiplicateurs sociaux. Donc, c'est facile. Très bien. C'est gentil hein, pour le conseil, parce que tout le monde va le saisir. Alors, maintenant qu'on a fini les petites questions, j'ai envie de te poser, je vais te poser quelques questions, mais tu réponds très vite, sans réfléchir. On va dire Steve Biko sans filtre. Ok, on y va. Je te pose 10 questions et puis tu réponds tac, 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 tu réfléchis pas. Ok. Ah, c'est quoi Africa? Ah, toi, je suis trop jeune pour supporter Africa. Je suis dans la politique, devenu souffrir encore dans le ballon. À sec toujours. En musique, Didi B ou Imra? Oh, là-bas, j'écoute les deux. Mais je préfère Kajim. Pour moi, on ne peut pas faire du rap sans prendre position. Donc, j'écoute plus. Mais j'écoute les deux en fonction du mon mood. Moi, j'écoute plus en voiture. Donc, Mais en comment fonction de dit mon mood. Didi B Imra, tu dis Kajim? Oui, mais c'est Kajim en fait. Pour moi, Mais le Kajim rap. prend position. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que je le préfère. Pour moi, le rap, c'est une musique de combat. C'est une musique de dénonciation. Donc, oui, on peut s'amuser un peu, mais on ne peut pas sortir un album 100% où il n'y a que de l'amusement, quoi. C'est pour ça que j'aime aussi Suspect. Oui, suspect engagé. Voilà, j'aime aussi Suspect. Tu vois. Donc, parce que pour moi, on ne peut pas faire du rap sans Donc prendre Didi position. B Imra, tu préfères suspect? Je préfère Suspect, oui. Et Kajim, oui. Et Kajim. Oui, j'aime aussi Chronos. D'accord. Frites ou à loco? À Locote aussi. Ah, moi, c'est jamais, moi, je suis peul. Pour moi, c'est les frites. Mais c'est pas belge. Tu pouvais être peul. Thé ou café? Aucun des deux, bizarrement. De l'eau. De l'eau? Ouais. Même pour tenir, pour travailler? Je dors D'accord. Matin ou soir? la nuit. La nuit. Donc, comment tu fais pour tenir, du coup, sans thé et sans café? À l'adrénaline. Si ça m'intéresse, je suis focus. Si ça ne m'intéresse pas, par contre, si je commence à m'ennuyer, ça me saoule. Livre préféré? Ouf! On va dire top J'ai 5. J'ai lu tellement de livres. Mais il y a un livre bizarrement qui n'est pas très connu, mais politiquement qui m'investait, c'est Les petits garçons naissent aussi les étoiles, d'Emmanuel Bouzeki Dongala. C'est-à-dire que il raconte un peu, c'est une histoire imaginaire, l'enfance de quelqu'un qui s'éveille à la politique, mais avec ses traits d'enfant, avec ses visages d'enfant, donc il découvre la corruption, qui découvre comment on triche les élections et tout ça. C'était un magnifique livre. Après, il y a naturellement toute la littérature française du 18e siècle que j'ai étudié. En classe, par exemple, quand tu lis par exemple, tous les Rougon-Macquart, qui sont un tome de 20 livres, en fait, tu comprends comment Paris s'est fait. Je me rappelle quand j'arrivais à Paris, je passais dans certaines rues que j'avais l'intention de déjà connaître, tellement que j'avais lu la description et tout ça. Après, il y a toute la littérature, tu as Ousmane Sambel, Les bouts de bois de Dieu, tu vois. Et même, quand je le dis, on me dit que je suis féministe, mais tu as La grève des battus d'Aminata Sofal, tu as une sur Longue Lettre, par exemple, qui sont des livres fondateurs de la littérature africaine pour moi, parce que, comme je dis, un livre doit raconter quelque chose. Oui. On ne peut pas écrire un livre pour juste démontrer qu'on sait écrire. C'est ça. Pour moi, l'art doit avoir une utilité. En fait, c'est un gros débat classique de l'art. Est-ce que l'art doit juste se contenter d'être beau ou l'art doit servir à quelque chose? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'art doit être utile. Oui. Voilà. Donc, effectivement, donc, il y a ces livres-là. Skinny ou Apuchu? Au milieu. Ah, au milieu, ça veut dire quoi? Il est au milieu. Tu as dit ça qu'il est au milieu? Skin Puch. Voilà. Puch C'est ça. skin. Il faut que ça se croise quelque part. Puccini. C'est ça l'union, la réconciliation. Il faut qu'on se croise quelque part. Quelle est la personne que tu admires le plus? Moi, après, ça dépend. J'avoue que ça dépend. Par exemple, dans le domaine politique, je te dirais le président Laurent Gbagbo. Sa capacité de résilience, tu vois, son fair play. Tu vois, moi, je me fais l'honneur quelquefois d'échanger avec lui. En fait, tu parles de ses adversaires politiques, mais jamais méchamment, en fait. Il va se moquer d'eux. Hein. Là, c'est un vaurien, et puis il va rire. Mais il n'y a jamais de paroles méchantes. Donc, il y a cette capacité, cette résilience-là, qui est vraiment admirable, en fait. Le fait de toujours pouvoir se relever quand on tombe. Après, dans le domaine des affaires, tu as Stéphane Kipré. Parce que moi, je l'ai vu en 2011, en fait. Parce qu'on n'en parle pas souvent. Tu vois, on se dit c'est le gendre du président, donc ça s'est fait, donc. Mais moi, j'ai vu l'homme en 2011. J'ai vu comme il était plus bas qu'il était, puis j'ai vu comment il s'est battu pour se relever, pour arriver à se reconstruire, tu vois. Et bizarrement, moi, par exemple, avant de le rencontrer,
je imaginais ma petite vie de fonctionnaire quelque part et tout. Et ça changeait quasiment, le fait qu'on soit rencontré, le fait de le fréquenter, ça changeait quasiment ma vision là-dessus. Donc, tu vois, professionnellement, je pense que c'est fort ce qu'il fait. Et puis, naturellement, spirituellement, parce que je pense qu'un homme doit avoir un père spirituel, un mentor politique et puis un mentor professionnel. Il y a Hippolyte, le père Hippolyte. Yomafou. C'est mon ami à la fois. Et notre mais ami, ouais. j'aime la manière dont il vit sa spiritualité. Moi aussi. Tu vois, sans oppresser, sans offenser. Il n'est jamais dans le jugement. Il est toujours dans l'accompagnement, dans la compréhension. Et tu vois, il m'a plus rapproché de Dieu que les gens qui me disent vont à l'église, vont à l'église, vont à l'église, vont à l'église. Tu vois, j'aime. Je pense qu'il a gagné 2 âmes hein, avec toi et Eddie Guipier. Oui, c'est mon ami, mais je lui dis à chaque fois, j'aime ta manière de ne pas me parler de Dieu en fait. Exactement. Tu vois, il ne te parle pas de Dieu, mais il te fait vivre ça au quotidien. Il t'emballe dans ses projets. Il te dit, on doit construire une école quelque part. Il faut que tu t'y intéresses. Et c'est là que tu découvres Dieu, en fait. Tu vois, donc, il t'emballe, en fait, dans son projet, dans son univers religieux, en fait, sans que tu aies l'impression qu'on est en train de... Tu vois, te forcer et au moment où tu te rends compte, en fait, tu es en train de bâtir des églises, tu es en train de scolariser des gens, tu es en train de faire ceci, cela, tu vois. Donc, ça... Et c'est des choses dont on n'a pas besoin de parler pour se glorifier. Naturellement, oui. Donc, le père Hippolyte Yomafou, c'est un bel exemple. C'est un bon gars, ouais. Et enfin, parole ou exemple? Un peu des deux. Un peu des deux. Parce que moi, je suis beaucoup dans la parole du fait de ma profession. Je suis beaucoup dans la parole, mais je pense qu'il faut donner l'exemple. Voilà, tu vois, il faut donner l'exemple. Moi, je donne l'exemple. Quand on est entré dans la crise en 2025, les gens me disaient « il faut que tu sortes du pays, sinon ils vont t'arrêter. » Je lui dis « mais si je sors, il y a les jeunes là qui sont derrière moi, qui font politique et moi. Ils sont au moins une centaine. Est-ce que je peux sortir tout cela ?» Elle est sans. Je ne peux pas sortir. Non, au moins, je suis là. Parce que quand demain, on va apprendre que les chefs étaient arrêtés, mais ils l'ont arrêté au Ghana, ou bien au Niger. On dit, donc tu as le temps de nous dire de rester ici. Ok, toi tu es sorti. Encore moi, on m'a déjà fait ça, donc je ne vais pas faire ça. Je ne veux pas faire ça aux gens. Donc je suis resté. Et puis, on était là, on s'appelait chaque jour pour se consoler. Donc je pense qu'il faut joindre les uns par la parole. Ok. Godax commercialise des chaussures les plus emblématiques au monde. Elles se distinguent en toutes par leur authenticité, leur silhouette caractéristique. Comme les grands classiques, elles s'améliorent avec le temps. Ces chaussures aux couleurs classiques et avec une semelle en caoutchouc vulcanisé de haute qualité ont marqué des générations entières. Nées sur des terrains de sport, mais adoptées par des rebelles, des rockers, des rappeurs, des artistes, des rêveurs, des penseurs et des originaux de toutes sortes. C'est fou, mais et si je te disais que tu pouvais avoir à un prix raisonnable des chaussures incroyables? C'est simple, il te suffit de commander la paire de chaussures qui t'a le plus flashé sur la plateforme de Godax. Soit l'application mobile disponible sur App Store ou le site internet sans bouger de chez toi, en livraison instantanée. Godax, la marque d'un style individuel. Je suis très très contente de cet entretien. Moi, je te connais, mais je trouve ça dommage que les gens ne te connaissent pas et qu'ils collent une étiquette, enfin une ou plusieurs étiquettes à une personne. Je t'ai vu de nombreuses fois, d'ailleurs, à NCI 360, défendre tes points de vue avec Blaise Lasme, avec un calme déconcertant et même très déstabilisant pour tes adversaires. Mais je voulais qu'on connaisse un peu l'homme. Et si, là, tu avais quelque chose à dire à un jeune qui ne connaît pas la politique, qui ne sait pas en faire, mais qui veut réussir dans la vie tout court, qui veut réussir sa vie, tu lui dirais quoi? Tu sais, c'est difficile. C'est difficile. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne suis pas encore sûr d'avoir réussi ma vie. Non, c'est difficile d'être en train de courir et de vouloir donner des leçons. Par contre, ce que je peux dire à tout jeune de Côte d'Ivoire, c'est de s'intéresser à la vie publique. Tu vois, et ça, je le dis. Pas forcément venir au PPACI. Si tu veux, va au RADP, va au PDCI, va dans la société civile, partout. Mais intéresse-toi à la vie publique de ton pays. Parce que les décisions qui sont prises t'impactent directement. Et si tu te maintiens, parce que nous tous, on aime les affairages. Il ne faut pas les gens penser que non, on fait les débats trop sérieux. Quand on fait les débats trop sérieux, on appelle les gens pour s'affairer. On critique les gens aussi, on fait les bérets, tout ça, on fait ça. On fait ça très bien même. On fait ça bien même aussi. On peut piler quelqu'un pendant 2 heures et taper dedans. Voilà, donc c'est pas ça le problème. Oui. Mais à côté, il faut s'intéresser à la gestion de la chose publique. Parce que c'est ça qui a un impact direct sur ton activité économique, sur ton éducation, sur ta progression sociale. Ça, c'est important. Et peu importe que ce soit au PPAC ou au RADP ou au PDCI, mais engage-toi dans la vie associative pour participer à la construction de la nation. C'est ce message-là que je voudrais leur passer. Dernier mot quand même. Qu'est-ce que tu fais de la peur?
Ah là là, nous on a peur, nous tous. Parce que, tu vois, les gens disent, non, j'ai pas peur. Moi j'ai peur. Tu vois? Mais c'est parce que j'ai très peur même qui est ici engagé en politique, parce que je ne veux plus avoir peur. Je ne veux pas que ceux qui viennent après nous la fassent la politique en ayant peur. On ne doit pas avoir peur quand on est en politique. On ne doit pas avoir peur d'aller en prison. On ne doit pas avoir peur de se retrouver en livre, même de se retrouver tué. Donc oui, j'ai peur. Parce que souvent les gens nous, tu vois, les gens nous collent l'étiquette de brave. Si c'est là, moi j'ai peur en fait. Mais la peur est un moteur quelquefois. Et te dit, les autres ne peuvent pas vivre ça. Tu vois. Donc on s'engage, on dit les choses comme on peut militer. On milite comme on peut, mais en ayant à l'esprit qu'on a aussi des responsabilités familiales, des responsabilités professionnelles, et qu'il y a des gens qui comptent sur nous. Ma fille a 11 ans, mon fils il a à peine 8 ans, ils sont très très jeunes. Donc mon souhait n'est pas que demain je sois en prison et qu'ils soient élevés par la rue, même par le vent. Mais c'est aussi pour eux qu'on a cet engagement-là, parce qu'ils méritent de vivre dans un pays où on peut s'exprimer sans crainte pour sa vie et pour sa liberté. Voilà. Donc, s'exprimer avec responsabilité, mais en étant engagé et en étant intéressé à la chose publique quand même. C'est un peu le message que tu nous laisses aujourd'hui pour les jeunes. Il faut s'engager. Il faut s'engager. C'est une très, très bonne idée. Tu dis ça, moi j'ai peur. Hein. J'ai même peur de me réengager parce que je pense avoir changé un peu d'idée au fur et à mesure que j'ai expérimenté les autres, parce que ça, par contre, je ne l'avais pas fait. Ouais. Expérimenter d'autres idées, expérimenter d'autres points de vue et expérimenter peut-être un peu la déception, le découragement, se dire qu'on voit un peu nos idoles tomber, dire qu'ils ne sont finalement que des humains et se dire mais est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce qu'on laisse vraiment le choix aux gens de se tromper et de recommencer et de réessayer? Bien sûr, mais les gens qui ne te connaissent pas ne savent pas. Tu es une bonne femme politique qui se gaspille dans les mises, dans les trucs. Mais c'est ça. Parce que tu vois, pour moi qui te connais, tu as une bonne capacité à vraiment réunir les gens, en fait. Toi, tu peux réunir des extrêmes autour d'un projet. Tu as une bonne capacité. Tu sais organiser. Ça, très jeune déjà, tu étais dans le plus tard d'organisation. Donc, je pense qu'il faut s'engager. Après, il faut décider de son niveau d'engagement. C'est tout, en fait. On n'est pas tous obligés de faire du style Biko. On n'est pas tous obligés de faire du Touré Mamadou. On peut s'engager à son petit niveau, même dans son village, au niveau de son village. Comment je m'engage pour améliorer le quotidien des gens de mon village, de son canton? On peut s'engager en disant, je monte un temps de réflexion, et puis on met nos réflexions à la disposition de tel ministère, pour dire, voici nos réflexions sur comment améliorer la gestion de tel domaine. Mais il faut pas être absent du débat public. Il ne faut pas être absent de là où les idées s'entrechoquent. Parce que si on est absent, personne ne parlera pour vous là-bas. C'est ça qui est l'idée. C'est même pas, comme je le dis, c'est pas vie au PPACI, va au RADP. Engage-toi. Si tu ne peux pas t'engager politiquement, engage-toi intellectuellement. Moi, j'ai des gens avec qui je travaille que tu ne verras jamais dans un meeting. Mais quand j'ai des questions que je dois aborder, qui sont juridiques, de la fiscalité, qui font des productions, qui m'envoient. Si tu ne peux pas t'engager politiquement ni intellectuellement, tu peux t'engager financièrement, tu peux soutenir une cause. Tout à fait. Financièrement. Mais tout ça, c'est de l'engagement, c'est du militantisme, en fait. Donc, tout le monde n'est pas destiné à aller animer des meetings ou aller à des meetings. Tout le monde n'est pas destiné à être devant. Tout le monde n'est pas destiné à être devant. On a divers niveaux d'engagement. Comme disait Amaton Patebala, la nature aurait de l'uniformité. C'est la diversité des couleurs qui fait la beauté du tapis. Tout à fait. Donc, sur le tapis, chaque couleur a son rôle bien précis. Maintenant, c'est tout ça mis ensemble, on dit c'est un beau tapis. Donc, chacun joue son rôle en fonction de ses capacités. Merci beaucoup, Steve Biko. C'est moi. Merci pour le tacle en passant. Je vais réfléchir donc à mon niveau d'engagement. Et non, je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas. En tout cas, pas maintenant. Mais par contre, oui, le niveau d'engagement dans la chose publique, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, pour clôturer tout ça, j'ai un livre qui est sur ma table que je n'ai pas lu, que j'aurais dû lire depuis longtemps, qui s'appelle « Intégrité morale et vie publique ». Je pense que je devrais le lire pour pouvoir le décortiquer. Alors, c'est un livre Nouveau Horizon. Je ne me rappelle pas le titre, le nom de l'auteur, mais je l'ai même eu en 3 exemplaires. J'en ai donné 2. Et je pense que je devrais lire le 3e et puis faire un petit partage dessus. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Ça nous a permis de te connaître, Fabrice. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Bye. Cette conversation s'arrête ici, mais elle ne cherche pas à conclure quoi que ce soit. Elle laisse simplement une trace. Celle d'un homme qui avance avec ses convictions, ses contradictions, ses responsabilités et ses vérités. Derrière le nom, derrière les prises de position et derrière la visibilité,
Il y a un parcours humain, très, très humain, fait de choix assumés, de doutes acceptés et d'une fidélité à soi-même qui, qu'on adhère ou non, force le respect. Maintenant, la parole vous revient à vous qui avez écouté, qui avez vu et qui avez ressenti avec Fabrice.